Alors, après cette petite pause café, nous allons reprendre et cette fois, nous allons écouter Chloé Paulin, qui travaille en tant que coordinatrice et formatrice, donc en atelier sociolinguistique pour la ville de Grenoble. Je vais lui laisser la parole pour sa présentation qui s'intitule La différenciation pédagogique, un incontournable des ateliers sociolinguistiques. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc voilà, je suis coordinatrice et formatrice en atelier sociolinguistique. J'ai travaillé dans le milieu associatif et maintenant je suis dans une structure publique donc pour la ville de Grenoble. J'y accompagne. Ah oui, c'est mieux, pardon. J'organise les ateliers de français, j'accompagne des formateurs bénévoles et j'y suis également formatrice auprès de groupes de niveau débutants et alphabétisation. Donc, je vais vous parler de la différenciation pédagogique dans ces ateliers sociolinguistiques et on va voir pourquoi, au vu du cadre un petit peu particulier et de la diversité du public, c'est vraiment une démarche qui est incontournable. Alors, je vais commencer par vous détailler ce que sont les ateliers sociolinguistiques, puis vous parler des apprenants. Enfin, je vais vous exposer quelques principes pédagogiques pour faire de la différenciation pédagogique dans ces ateliers avec ce public, puis vous présenter des outils et des supports. Donc, les ateliers sociolinguistiques qu'on appelle ASL, c'est un dispositif d'apprentissage du français en contexte qui est destiné à des adultes migrants, principalement allophones, qui étaient autonomes dans leur pays d'origine, mais qui ont recours à un tiers dans leur démarche quotidienne en France. L'objectif de cette formation va être les rendre autonomes dans la société d'accueil, donc par des situations de communication orale et écrite avec l'apprentissage linguistique, mais aussi par la compréhension du fonctionnement de la société, donc du fonctionnement des institutions, des administrations et des codes sociaux. Donc pour ça, on va proposer un apprentissage qui s'appuie vraiment sur des situations concrètes rencontrées au quotidien. Donc ces ateliers, ils sont proposés par des associations, des centres sociaux. À Grenoble, c'est plus d'une vingtaine de structures qui en proposent. Ils sont organisés par des coordinatrices, je genre au féminin parce que j'ai que des collègues femmes, en tout cas ici à Grenoble. Souvent, elles sont également formatrices. Elles peuvent être bénévoles ou salariées. Et les ateliers, la majorité des ateliers sont animés par des formateurs qui sont bénévoles, donc qui sont formés à la démarche, mais qui bien souvent n'auront pas reçu une formation poussée en didactique et en pédagogie. Ces ateliers, ils peuvent être organisés par thématique, par exemple des ASL autour de la parentalité. Ils peuvent être organisés aussi par niveau, ça c'est le plus souvent c'est comme ça, donc on va organiser les groupes autour d'un niveau oral commun. Ou ils peuvent être organisés par compétences travaillées, c'est le cas par exemple avec les ateliers d'alphabétisation. Ces ateliers se déroulent le plus souvent selon un calendrier scolaire. Ils ont lieu en moyenne 2 fois par semaine et à raison de 2 heures par atelier. Et ça, c'est très dépendant des moyens à la fois matériels et humains de chaque structure qui en propose. Donc, ce qu'il faut savoir avec les ASL, c'est que le public choisit de venir. Ça n'est pas un dispositif de formation qui est imposé par la préfecture ou autre, hein. Ça n'est pas un dispositif de formation qui est certifiant, donc en fait, il n'y a pas d'enjeu à amener tous les apprenants vers un niveau commun à la fin de l'action. Il y a des entrées et des sorties permanentes du public pour tout un tas de raisons, mais voilà, ça va nécessiter de mettre en place des stratégies de différenciation à court terme, du fait qu'on ne sache pas vraiment combien de temps vont rester les personnes. Et enfin, on peut dire que les ASL sont une solution d'attente, donc attente de trouver du travail, d'intégrer une formation professionnalisante ou certifiante. Mais en fait, de plus en plus, on se retrouve à absorber des demandes de personnes soit qui n'ont pas les critères requis pour d'autres alternatives, soit par manque de place en OF. Donc ça va accroître la diversité du public et avec les attentes projetées sur la formation.
Alors voilà, on a vu, hein, donc le cadre des ASL, c'est un petit peu particulier du fait que on est avec un public mouvant, du fait que la majorité des ateliers soient animés par des formateurs bénévoles et du fait que l'apprentissage se fasse sur un double objectif à la fois linguistique et fonctionnel. Maintenant, je vais vous parler des apprenants. On nomme apprenants les personnes qui viennent apprendre le français dans les ASL. On ne parle pas d'étudiants ni de stagiaires. Donc c'est un public composé d'adultes qu'on qualifie de migrants ou alors en situation d'exil. Ils sont arrivés en France pour diverses raisons. Ça peut être un suivi de conjoint, ça peut être parce qu'ils ont fui leur pays pour des raisons variées, persécution, guerre économique, voilà. Mais c'est un public qui est très varié. On va retrouver une grande mixité tant sur la nationalité, l'âge des personnes, leur niveau de scolarité. Et bien souvent, c'est un public qui est confronté à des problématiques communes. Donc, ils vont être parfois assez isolés, bloqués dans des situations administratives complexes, en grande précarité. Et il y a beaucoup de problématiques également de santé physique et ou psychique. Parfois nées ou aggravées d'ailleurs lors de l'exil ou par des conditions d'accueil en France. Donc, je vous ai juste mis un petit aperçu du public à la Maison des habitants de Capuche, donc c'est là où je travaille. Et c'est principalement un public qui est représenté par des femmes, majoritairement scolarisées au niveau lycée. Il y a 42 nationalités représentées parmi les apprenants et les pays qu'on retrouve le plus sont l'Arménie, l'Angola et la Guinée. C'est souvent des personnes qui sont en attente de pouvoir travailler. Et ça va être freiné soit par un niveau de langue jugé insuffisant ou par une situation administrative bloquante. Je vous ai mis une petite carte pour vous montrer l'étendue des différentes nationalités, parce que c'est chouette quand même. Voilà, donc c'est un public varié. On va retrouver différents profils d'apprenants dans ce public, et notamment au sein d'un même groupe. Et ça va vraiment imposer de mettre en place une pédagogie différenciée. Pardon. On va retrouver, par exemple, au sein d'un même groupe, des personnes avec différents niveaux d'alphabétisation. Donc, à la fois des personnes pas ou peu scolarisées, qui ne savent pas lire, pas écrire, ou alors très peu, ou alors pas en français. Et on va avoir des personnes scolarisées à très scolarisées, qui bien souvent vont avoir une certaine représentation de ce qui est un enseignement et le cadre d'un cours, et parfois selon leurs origines culturelles. Et pour qui souvent l'apprentissage va beaucoup passer par l'écrit. Et ils vont être beaucoup en demande à ce qu'on écrive tout au tableau. Et le piège pour nous formateurs, parce que bien souvent nous-mêmes on a reçu le même type d'enseignement, ça va être d'accéder à leurs demandes au détriment du public qui n'est pas à l'aise avec l'écrit. Donc il va falloir y prêter attention. On va pouvoir différencier dans l'enseignement qu'on va proposer, pour permettre à la fois au public non-scripteur, lecteur d'accéder à l'apprentissage, tout en quelque part répondant aux attentes d'un public au profil plus scolaire. On va aussi retrouver au sein d'un même groupe des personnes plus ou moins avancées sur ce qui est, on va dire, appelé les objectifs fonctionnels, c'est-à-dire plus ou moins autonomes au quotidien dans les démarches de tous les jours, indépendamment de l'aspect linguistique. Par exemple, on va avoir des personnes d'Europe de l'Est qui auront connu dans leur pays un fonctionnement plus similaire au nôtre que des Afghans ou des Érythréens. Et ça peut dépendre aussi du temps passé en France. On va avoir des personnes qui sont en France depuis un certain temps, d'autres qui viennent d'arriver. Par exemple, j'ai une apprenante turque qui est en France depuis une dizaine d'années. Elle ne communique pas en français. Elle n'a pas eu l'occasion vraiment d'accéder à l'apprentissage. Elle s'occupait des enfants. Après, elle a eu des problèmes de santé. Donc voilà, elle ne communique pas, mais par contre, elle a très bien identifié le fonctionnement de nombreuses démarches du quotidien. Donc il va falloir veiller pour ces personnes un petit peu plus avancées sur tout ce qui est l'autonomie quotidienne, à proposer, soit adapter, soit en tout cas proposer une pédagogie différenciée pour qu'à la fois on maintienne ces objectifs fonctionnels qui sont très importants en ASL à tous dans l'enseignement qu'on propose, sans que ces personnes-là plus avancées ne s'ennuient.
et sans qu'elles prennent aussi un peu trop de place vis-à-vis du groupe. Donc on va pouvoir mettre en place, instaurer un rôle un peu d'apprenant aidant par exemple, ou faire des sous-groupes autour de certaines activités, voilà. Et alors il y a d'autres choses qui vont nécessiter de la différenciation. Là cette fois on sort du cadre et de l'aspect pédagogique, mais toujours dans le but de maintenir les personnes dans l'apprentissage. Ça va être de différencier en fonction de la situation personnelle des apprenants. Il y a des personnes qui vont avoir besoin vraiment d'un accompagnement un petit peu plus spécifique en dehors des temps d'atelier. Voilà, il y a des personnes à qui il va falloir régulièrement rappeler le prochain horaire de l'atelier. Il y a des personnes qui vont être souvent absentes et qu'il va falloir rappeler pour dire que si elles sont attendues dans l'atelier, elles ont leur place, voilà, pour essayer de les motiver un petit peu. Et on va avoir aussi des personnes à qui on va pouvoir faire des aménagements horaires pour leur permettre quand même de suivre l'atelier, c'est-à-dire en les permettant d'arriver plus tard ou de partir plus tôt pour aller récupérer les enfants à l'école, par exemple. Alors même que le respect des horaires est vraiment une notion très importante dans les ASL. Donc voilà. Donc on a vu que le public était bien varié, qu'au sein d'un même groupe, on avait beaucoup d'hétérogénéité. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques principes pédagogiques pour différencier avec ce public. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est la cohésion. Pour moi, ça c'est vraiment une notion qu'il est extrêmement important d'amener au sein du groupe, à la fois pour permettre aux personnes de se sentir à l'aise dans le groupe, mais aussi parce que ça va venir faciliter l'instauration d'une différenciation, d'une pédagogie différenciée. Donc je rappelle, on a un public très varié. Pour vous donner un exemple, dans un groupe, on va pouvoir avoir des Turcs et des Arméniens. On va pouvoir avoir des femmes victimes de la traite humaine et des hommes qui ont un peu tendance à s'imposer. On va avoir une Ukrainienne très scolarisée à côté d'un Tibétain qui peut aller à l'école. Enfin, tout ça, ça peut être déstabilisant pour les personnes d'arriver dans un contexte comme celui-ci. Et c'est pour ça qu'il va être important d'amener de la cohésion dès le début de l'action et de venir la nourrir à chaque séance. Donc il y a plein de méthodes classiques pour amener ça. Je ne vais pas trop m'étendre, les dispositions des tables, des temps de discussion informels, atelier brise-glace. Moi, dans ma pratique, j'essaie d'avoir vraiment un enseignement qui soit assez horizontal en m'appuyant sur les autres apprenants. Et j'ai remarqué que le rire aussi était vraiment vecteur de cohésion. Donc, c'est un tout petit exemple, mais par exemple, je sais que quand je dessine au tableau, comme je dessine pas très bien, ça fait rigoler les gens. Donc voilà, maintenant, quand je vais expliquer un mot qui n'est pas compris, je fais aucun effort pour dessiner correctement. Ça fait rire les gens, ça participe à amener de la cohésion. Voilà. Donc ça va être très important. Pour plusieurs raisons, ça va amener un climat de confiance et de sécurité dans le groupe. Donc les personnes vont être plus à l'aise de s'exposer au regard du groupe à travers des productions, mais elles vont être aussi plus à l'aise d'exprimer des incompréhensions. Ça va aussi permettre une meilleure acceptation des différences, à la fois des différences qu'on observe chez d'autres apprenants, et aussi une meilleure acceptation de la différenciation que moi j'y apporte en fait en réponse, et aussi une meilleure acceptation de ses propres différences. Tout ça, ça va permettre beaucoup d'entraide et de la collaboration entre les personnes, et ça devient un peu un cercle vertueux. Pour la différenciation, ça va être intéressant. On va avoir un double avantage. Donc le premier, c'est que ça va me permettre, moi, de prendre des temps individuels avec des personnes un petit peu plus en besoin. Voilà, je sais que le reste du groupe va continuer de fonctionner. Et sur un temps collectif, ça va aussi me permettre de me placer en observation des interactions. Et puisque les personnes sont à l'aise, elles vont agir au naturel, et ça va me permettre d'identifier des forces et des faiblesses, des besoins que j'aurais peut-être pas identifiés dans un échange formateur à apprenant, puisque là, dans ce contexte-là, il n'y a pas le stress de soumettre une réponse au formateur. Donc, il y a plein de méthodes qu'on peut mettre en place pour faire de la différenciation. Je vais vous en présenter deux. Donc, adapter les objectifs individuels et ses attentes. Premièrement, adapter les objectifs individuels. Donc, on va pouvoir différencier en distinguant les objectifs.
Je vous rappelle, dans les ASL, il y a les objectifs linguistiques et fonctionnels. Il faut imaginer que vous immigrez en Syrie, vous ne connaissez rien de la langue, vous ne communiquez pas, il va falloir apprendre. Ça, c'est du linguistique. Mais peut-être que vous allez devoir trouver un médecin, vous déplacer avec les transports en commun, il va falloir comprendre tout ça, comment ça fonctionne. Ça, c'est du fonctionnel. En ASL, pour chacune des thématiques abordées, on va vraiment travailler ces deux types d'objectifs. Et parfois, il va falloir prioriser l'un ou l'autre selon les compétences, le niveau et les besoins des personnes. Par exemple, là, on était sur un exercice qui consistait à s'organiser pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Via l'outil numérique, il était demandé aux personnes d'utiliser l'outil numérique en français, mais il a été autorisé à des personnes un peu plus en difficulté de l'utiliser dans la langue maternelle. Donc là, je vais expliquer à l'apprenant pourquoi je différencie. Je trouve que c'est important de lui expliquer que là, à ce moment-là, il peut se concentrer sur l'un des deux objectifs. Alors, je ne vais pas nommer les objectifs comme ça, hein, je le fais plus simplement. Mais parce que pour lui, là, ce qui est important en fonction de ses besoins, c'est de savoir utiliser cet outil pour s'organiser dans sa vie personnelle. Alors une autre manière, ça va être de différencier en modulant ses attentes en fonction de la personne lorsqu'une une consigne globale est donnée. Donc en fait, c'est-à-dire que je vais adapter finalement mon niveau d'exigence selon les besoins selon le niveau et de chacun, donc sur des productions orales ou écrites. Cette fois, je vais pas le verbaliser à l'apprenant. Je trouve que c'est important d'alterner entre expliquer qu'on fait de la différenciation et le garder pour soi. Ça évite peut-être d'amener un sentiment de stigmatisation chez l'apprenant. Il faut rester attentif, petit point de vigilance quand même à l'évolution des personnes et pas faut pas que ça devienne une habitude de toujours abaisser ses attentes. Moi, j'avais pris l'habitude de le faire avec une apprenante en me contentant de quelques mots à travers ses réponses. Et finalement, je me suis rendu compte à travers des interactions orales qu'elle avait avec d'autres apprenants qu'elle était complètement en capacité de construire ses phrases. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir une bonne cohésion dans le groupe. Donc toujours rester attentif aux besoins et aux progrès des personnes. Enfin, dans les ASL, on ne va pas pouvoir différencier uniquement en tenant compte des besoins et du niveau linguistique et fonctionnel des apprenants. Ça va être important de prendre en compte la dimension psychologique. Je rappelle, il y a des personnes qui sont dans des situations vraiment très compliquées, qui arrivent parfois en classe avec beaucoup de problèmes en tête. Et ça, couplé à la difficulté de l'apprentissage, va faire que parfois elles vont se décourager. Donc il va falloir être vigilant à ne pas les mettre davantage en difficulté. Pour ça, on va pouvoir veiller dans la distribution de la parole, par exemple, si on observe qu'une personne est un petit peu plus en difficulté, soit en général, soit cette séance en particulier. On va pouvoir lui laisser le temps d'écouter les productions orales des autres personnes avant de l'interroger, elle, lorsqu'une une question ouverte est posée, par exemple, sans tomber dans l'écueil, bien sûr, de l'interroger systématiquement en dernier. Mais on va pouvoir aussi valoriser les apprenants. Donc ça nécessite d'avoir identifié en amont des compétences. Mais, par exemple, j'ai un apprenant syrien, il a une 50aine d'années. Il a beaucoup de difficultés avec l'écrit, il a des gros problèmes de mémorisation. Et je sens que des fois, il subit un petit peu ces séances, qu'il a tendance à se dévaloriser et un peu à baisser les bras. Donc quand j'observe ça, je peux instaurer à la fin du cours un petit jeu de calcul mental parce que j'ai repéré en amont qu'il était très fort en calcul mental. Et en plus, c'est bien, ça fait travailler les chiffres et les nombres, on en a toujours besoin. Et lui, ça va le réconforter en fait dans ses compétences et il va partir de l'atelier peut-être un petit peu moins découragé. Donc voilà, la dimension psychologique pour moi, c'est vraiment à prendre au même niveau que les besoins et compétences linguistiques et fonctionnelles. Donc voilà, je vous ai parlé de quelques principes pédagogiques. Il y en a plein, on n'a pas le temps de tout détailler. Maintenant, je vais vous parler d'outils et de supports pour différencier dans le contexte particulier des ASL. Un premier point, ça va être de bien outiller les formateurs bénévoles.
Et là, cette fois-ci, je vais vous parler avec ma casquette de coordinatrice. Voilà, il y a peu d'outils et de supports qui existent vraiment, enfin qui ont réellement été faits pour les ASL, en tout cas en circulation. Et bien souvent, les bénévoles préparent eux-mêmes leurs séances, donc soit avec des manuels, soit des ressources qu'ils trouvent sur Internet. Et bien souvent, c'est plus des ressources dédiées à un public FLE qu'à un public ASL. Et le risque en les laissant proposer ces supports, c'est de perdre une partie du public. Donc on a un vrai enjeu en tant que coordinatrice à bien outiller les formateurs bénévoles, et souvent on est obligé un peu de créer nos outils. Donc j'ai une collègue, Colline Picot, qui a fait une méthode qui s'appelle Café International, donc c'est pour les grands débutants, qui est vraiment un super outil à mettre entre les mains de bénévoles parce qu'elle correspond exactement à la démarche ASL. Et moi, j'ai imaginé une trame pédagogique pour accompagner et guider mes bénévoles en charge d'autres niveaux. Donc, pour chaque en fait, thématique traitée dans les ASL, on va retrouver différents objectifs à voir, à la fois linguistiques et fonctionnels. Et puis, à chaque fois, des idées d'activités, d'outils, de documents et de supports à exploiter, des notions grammaticales à introduire, etc. Donc ça va me permettre, moi, de savoir que mon bénévole va vraiment rester dans la démarche ASL, et ça, c'est déjà important, puisqu'on ne passe pas à côté des objectifs fonctionnels, contrairement à si on s'en tient à des supports FLE. Une autre chose, ça va être de leur proposer des supports pédagogiques adaptés. Donc, je suis en train de créer des kits pour chacune des thématiques avec beaucoup de documents authentiques et de photographies qui se rapportent à chaque thématique. Exploiter ces documents dans les ASL, c'est vraiment intéressant. Ça va permettre de déclencher la parole des personnes. Si on demande c'est quoi, même un groupe très débutant, on sait qu'on va avoir des réactions. Ça va permettre d'identifier des besoins et des compétences, même si les personnes ne sont pas en mesure de le verbaliser, parce qu'en fait, comme c'est des outils qui peuvent être manipulés, vont pouvoir nous montrer autrement qu'en parlant. Ça va pouvoir servir plusieurs types d'activités et consignes. Et il est plus simple d'adapter une consigne sur un document authentique ou une photographie finalement que sur un document pédagogique qui est déjà élaboré avec la consigne, les consignes écrites, voilà. Et en plus de ça, ça va rendre vraiment très clair et très lisible l'objet de l'apprentissage à l'ensemble des apprenants. Donc, très intéressant à exploiter. Mais on va pas faire une séquence et une séance entière juste avec ces deux types de documents. On va utiliser beaucoup de supports dans les ASL et les varier. Des objets du quotidien, des jeux, le corps, le mouvement, aussi des dialogues écrits et des exercices. Et ça va permettre de répondre à la fois aux différents besoins du groupe et aux différents besoins des apprenants. Ça va permettre différents styles d'apprentissage qui nécessitent par l'écrit, par l'écoute. Ça va permettre de maintenir l'attention, notamment des personnes qui ont peu l'habitude de se retrouver 2 heures comme ça en classe, et ou pour les personnes qui ont des problèmes de concentration parce que voilà, trop de stress en tête. Ça va optimiser la compréhension, et tout ça, on va le faire à travers un enseignement qui est collectif, juste vraiment par les supports d'apprentissage proposés. Enfin, et ça on le fait beaucoup dans les ASL, c'est sortir de la classe. On va utiliser vraiment l'extérieur comme un autre support d'apprentissage, et ça va aussi servir la différenciation. Alors je fais très vite parce qu'il me reste peu de temps, mais par exemple, ça va concrétiser l'objet d'un apprentissage pour des personnes pour qui une démarche va rester un peu trop abstraite avec les documents proposés en atelier. Là, le fait de sortir et d'être face à des éléments concrets, ça va pouvoir l'aider à comprendre des fois ce qu'il est attendu. Ça va aussi permettre d'identifier des besoins. Moi, j'ai 2 apprenantes tibétaines très impliquées dans les ateliers, confortées à l'oral par le cadre rassurant du groupe. Qui se sont retrouvés en difficulté à l'occasion d'un exercice en extérieur qui consistait à interroger les passants pour demander son chemin, pour guider le groupe d'un point A vers un point B.
Et là, le fait de devoir parler à des inconnus, ça a été un peu plus difficile que ce que j'aurais pensé pour elle. Ça m'a permis de l'identifier. Ça, j'aurais pas pu le faire dans le cadre de la classe. Et en plus, sortir de la classe, ça favorise la cohésion. Donc voilà. J'arrive au bout de ma présentation, j'ai terminé. Pour conclure, en ASL, il va vraiment être indispensable de différencier à la fois pour pouvoir accompagner tous les apprenants, leur permettre à tous l'accès à l'apprentissage, de rester dans l'apprentissage et éviter tout désengagement. Terminé. Merci. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Catherine. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation passionnante. J'ai relevé un élément qui m'a intéressée. Quand vous avez parlé d'hétérogénéité, vous avez dit mais on peut aussi se retrouver dans la classe avec des Turcs et des Arméniens qui doivent travailler ensemble. Et il me semble que c'est aussi cette question des tensions liées aux nationalités des apprenants qui est intéressante à relever. Et j'aurais voulu savoir, vous avez donné des éléments par rapport au fait d'amener la cohésion, mais ce que vous faites, vous, en tant que médiatrice, peut-être, par rapport à la gestion de classe, si des tensions peuvent émerger en lien avec les origines des apprenants. Merci. Alors, ça m'est arrivé juste une fois de me retrouver dans cette situation-là où effectivement il y a eu des tensions. Heureusement, c'est vraiment à la marge. Enfin, je ne sais pas pour mes autres collègues des ASL, mais ça arrive pas si souvent. Même des fois, bien souvent, nous-mêmes, on peut projeter des situations comme ça alors qu'il ne va pas y en avoir. Et ça se traite en dehors de l'atelier, à la fin de l'atelier, en prenant le temps avec les personnes de revenir sur ce qui s'est passé et peut-être de se dire que dans le cadre de la classe, en tout cas, on ne va pas revenir sur du problème politique. Mais en général, le fait d'amener de la cohésion, ça va un petit peu... pas empêcher, je sais pas en fait si la cohésion va empêcher des problèmes des ressentis liés à de la géopolitique ou pas, mais en tout cas ça arrive pas si fréquemment quand même que des personnes s'engueulent ou ou des interactions compliquées vis-à-vis de ça. Mais par contre, j'ai déjà eu des cas de figure où j'avais des bénévoles chinoises et quand je commence un atelier, je envoie un message sur WhatsApp en donnant au groupe les informations, notamment le nom des professeurs. Et j'avais 4 personnes tibétaines inscrites qui sont jamais venues, alors qu'elles venaient dans d'autres ateliers. Donc voilà, il faut quand même y prêter attention, mais ça arrive rarement en atelier d'avoir des problèmes liés à ça. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'aurais souhaité voir, en fait, parce que vous parlez des supports utilisés. Vous avez parlé de 2 choses. Vous avez parlé du café international, c'est ça? Non. La méthode café international. Voilà, oui. parce que j'essaye de la chercher. Voilà, je la trouve pas. Donc, si vous aviez pu, ou peut-être plus tard, nous montrer ou me montrer même une double page ou quelques éléments pour voir. Et de même votre kit, puisque vous dites que vous êtes en train de fabriquer des kits. Effectivement, c'est ce qui manque, les ressources utilisables pour gagner, pour former les personnes bénévoles, mais aussi pour gagner du temps dans la préparation. Mais vous dites que justement c'est ouvert, qu'il n'y a pas de consignes spécifiques, etc. Ça consiste en quoi exactement? Parce que effectivement, des ressources, c'est pas juste des images. Comment vous faites vous fabriquez cet outil en fait? Alors, déjà, j'ai amené, alors pas des kits parce que ça prend beaucoup de place, mais j'ai amené la trame pédagogique que j'ai imaginée et travaillé avec 2 autres collègues. Je pourrais vous la montrer. La méthode de Colline Picot, elle est disponible dans les bibliothèques à Grenoble, mais elle n'a pas été éditée en grand volume. Enfin, elle est juste imprimée pour les ASL d'ici.
Et alors, je vais essayer de revenir en arrière. C'est vrai qu'il y a... Voilà, par exemple, là, c'est sur la thématique de la santé. On va retrouver dans ce kit-là plein de photos de boîtes de médicaments. On va retrouver des, des, des ordonnances, des radios, des choses comme ça. Et à chaque fois, je mets des petites consignes pour les bénévoles, donc des idées d'activités. Ça va être par exemple retrouver les médicaments qui sont indiqués sur une ordonnance, en veillant à ce que ce soit la bonne posologie, enfin que la posologie corresponde. Ça va être accessible à un public lecteur et aussi non lecteur, parce qu'une personne non lecteur va pouvoir quand même essayer de reconnaître les lettres et donc finalement le mot. On va avoir des photos, donc on voit pas, mais c'est en haut, avec soit des situations d'urgence, soit des photographies, on devine les symptômes un petit peu des personnes, pour que les personnes s'entraînent à en parler à l'oral. Aussi être capable d'expliquer au téléphone une urgence quand on doit appeler les secours, par exemple. Voilà, de dire précisément ce qui se passe, attendre avant de raccrocher, enfin on va travailler là-dessus. Donc on va avoir aussi des photographies qui vont permettre de faire ce genre d'exercice, qui vont permettre de faire des exercices écrits pour décrire à l'oral. Des boîtes de médicaments, ça peut être sur le type des médicaments, est-ce que je connais, est-ce que j'utilise, voilà. Je sais pas si c'est très clair parce que c'est difficile de répondre rapidement comme ça, mais l'idée c'est vraiment de rassembler tout en photo, tout ce qu'on peut retrouver autour d'une thématique, que les gens retrouvent au quotidien, pour alimenter des exercices et des consignes avec quelque chose de très concret. Voilà. Parce que c'est important pour les gens de faire un lien direct entre l'objet de l'apprentissage et une situation concrète du quotidien. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes face à une hétérogénéité beaucoup plus forte que celle qu'on observe à l'université. Je me demandais, vous avez parlé d'objectifs linguistiques, fonctionnels. Je me demandais à quel moment vous en parlez, si c'est dans des moments collectifs, si vous avez des temps individuels avec les apprenants, est-ce qu'ils sont en mesure de les identifier eux-mêmes, ou est-ce que c'est vous qui les aidez à les identifier? Enfin voilà, c'était un peu savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Merci. Alors les personnes, quand elles s'inscrivent en ASL, on leur explique qu'on va pas faire que de l'apprentissage linguistique, on va aussi regarder tout l'aspect fonctionnel, sans forcément le nommer comme ça. Et en fait, alors je sais pas si c'est une règle, mais en tout cas, je trouve que ça aide de faire comme ça. Pour chaque début de thématique, je vais mettre mes outils, par exemple, comme ça, mes photos, mes supports, et je vais demander aux personnes déjà d'identifier, enfin, je vais voir s'ils arrivent à identifier la thématique. Et après, par exemple, si je mets plein de documents, je vais leur demander d'identifier des documents. Ça va me permettre, moi, de voir déjà un peu leur niveau de connaissance et m'appuyer dessus après pour construire la séance. Souvent, en fait, le linguistique, il va venir servir un objectif fonctionnel. Ça va être pas un prétexte, parce que c'est un cours de français quand même, mais voilà, on va rarement raccrocher du fonctionnel au linguistique. Donc après, si on travaille sur la santé, ce qu'on va pouvoir travailler comme notion linguistique, donc grammatique, ça va être les facteurs de temps, le passé composé, bien sûr tout le vocabulaire du corps humain, de la douleur, les champs lexicales qui correspondent, mais voilà. Plutôt dans ce sens-là, en partant vraiment des besoins et des savoirs évalués dès le départ. Ça va, j'ai répondu à la question. Ok. Catherine, je te repasse la parole.
Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas vous appuyer sur certains manuels qui sont plus consacrés, enfin qui sont plus destinés à la classe de FLE, classique en fait. Mais justement, je m'interroge parce que au niveau A1, dans les manuels, il y a quand même des choses qui sont très ancrées dans la vie quotidienne. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser? C'est parce qu'en fait, vous avez un grand nombre de publics non alphabétisés qui fait que dans les manuels de FLE, on passe beaucoup par l'écrit? Oui, je ne crois pas avoir dit qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Non, mais que c'est difficile à utiliser. Mais voilà, vous en avez tout cas, on ne peut pas se contenter de l'usage de ces documents exactement pour cette raison. C'est que Ouais. souvent, ça va être difficile d'accès aux personnes en situation d'analphabétisation ou même parfois d'illettrisme, juste parce que c'est quand même beaucoup de textes et que rien que ça peut un peu impressionner les personnes et faire sentir aux personnes peut-être qu'elles vont pas réussir. En tout cas, donc on va en utiliser un petit peu, mais on va y apporter d'autres supports vraiment plus accessibles à tous. D'accord. Voilà. Bon, oui, on peut s'appuyer dessus avec parcimonie, disons. Alors, c'est pas vraiment une question, mais peut-être donc sur l'identification des besoins, des compétences et surtout des prérequis déjà là. Donc, il y a les identifications en début de séance, mais tout ce travail qui peut être fait aussi tout au long du cours sur, si tu peux revenir, hein, tu l'as évoqué, hein, sur voilà, comment on apprend à connaître ses apprenants pour pouvoir ensuite eh bien, rebondir sur leurs compétences, les valoriser, etc. La cohésion, pour ça aide beaucoup dans le fait que les personnes vont être vont plus communiquer, vont être plus naturelles. Donc ça permet pas d'identifier. Je trouve que pour se laisser des chances d'identifier largement, il faut varier les activités et varier les propositions de parole, enfin déléguer des fois la parole au groupe. Moi, on peut se tromper en pensant identifier des besoins ou des compétences quand on est juste sur la parole formateur à apprenant. Après, la question, c'est comment je fais pour amener de la cohésion finalement ou non, c'est... Signe et qu'il ne la respecte pas. Oui, donc comment faire en sorte de s'appuyer progressivement sur ses compétences, ses savoirs, ses goûts aussi qui émergent et qu'on peut exploiter dans le cours. Pardon, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Comment on s'appuie sur ce que sont les personnes en fait pour les amener vers l'apprentissage. De la même manière que ce que Catherine a dit. Enfin, c'était super intéressant d'ailleurs de partir des goûts des personnes. Ça, je l'ai pas dit, mais en ASL, on parle beaucoup de l'interculturalité. On essaye vraiment dans chaque dès qu'on peut, en fait, de rattacher l'objet de l'apprentissage à des notions d'interculturalité en demandant aux personnes, et vous, dans votre pays, c'est comment est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est différent? Les personnes, elles vont être heureuses d'en parler. Ça va être plus facile de parler de quelque chose qu'ils connaissent, et là, c'est un moment où leur culture est valorisée. Ça va aussi venir nourrir les échanges entre les apprenants. Et ça va aussi permettre, moi ça va me permettre aussi d'identifier s'ils sont dans leur pays très éloigné de nous, ce qu'on fait en France, pour peut-être différencier aussi. Ça peut aussi servir la cohésion. Mais oui, la notion d'interculturalité, elle est très importante pour ça, pour mieux connaître les apprenants. Puis après, on va travailler aussi autour de projets communs avec des compétences et de chacun. Par exemple, on a fait un journal
avec le Café du Monde. Donc, il y a un atelier de conversation que j'anime toutes les semaines. Donc, un projet collectif où on part des compétences de chacun pour arriver à un projet commun. Voilà, je pense de manière générale, en fait, et surtout dans les CSL, c'est vraiment être à l'écoute et attentif aux personnes parce que ça peut tellement varier en plus d'un groupe à l'autre que voilà. Merci beaucoup, Chloé. Si pas d'autres questions dans la salle, en ligne non plus. Très bien. Alors, je vous propose d'aller vous restaurer et on va se retrouver à 13h30 dans cette salle pour la deuxième partie du Forum FLE. Voilà. Bon appétit.